Au-delà de l'actualité vue autrement, Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous recevons ce soir Jean-Baptiste Boumanza. Il est cofondateur de l'UDPS, il est secrétaire national à la communication et porte-parole honoraire de l'UDPS. Bonsoir, Monsieur Boumanza. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, je vous ai présenté comme cofondateur de l'UDPS. Vous êtes aussi avec Félix Tshisekedi de l'UDPS actuel, parce que là, on voit l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Non, non. Je suis dedans, au sein de l'UDPS. Vous vous souviendrez que le 18 novembre 2020, j'avais été reçu par le président de la République dans le cadre de consultation nationale. Et à l'issue de cette réception, on s'est convenu avec le président que je regagne la maison UDPS parce que je n'ai jamais décidé de quitter. Ce sont les mercenaires liquidateurs qui m'ont fait la guerre à cause de la popularité que j'avais à l'époque. Et finalement, comme le président est un compagnon de lutte, il connaît comment les choses avaient évolué. Il m'a dit non, lui comme il m'appelle souvent JB, rentre à la maison. Moi, il dit bon, je vais rentrer, je vais parler avec le secrétaire général. Il dit non, maintenant, dès que tu quittes ici, la presse est là, il faut annoncer le retour à la maison. C'est ce qui s'était passé le 18 novembre 2020. Et puis le président de la République, c'est un compagnon de lutte. On a cheminé ensemble. On a fait des voyages à l'intérieur, tout ça, et on était en très bon terme. Ici, par exemple, je peux vous montrer, vous voyez cette photo-là. Nous descendons de Ewabor à l'aéroport de Mbandaka. Lui, il est là, de l'autre côté. Félix Tshisekedi. Ça, c'est en Mbandaka, en 2005. Et quand vous prenez ici, nous étions en Bujimaï, à l'hôtel de Messengandou Malik. Voilà, on est avec le secrétaire général de l'époque, Rémi Massamba, avec notre compatriote Alexis Moutanda, et avec lui le président de la République actuelle, comme compagnon de lutte. Il y a tellement des archives ici que il n'y a pas de dessin à faire. Et ici, vous allez vous rendre compte qu'avant même qu'il ne devienne président de la République, nous étions régulièrement ensemble. Donc, je vous dirais que je n'ai jamais quitté, mais ce sont les jaloux qui avons tout fait pour me pousser à la porte de sortie. Et vous avez fait un comeback, vous vous sentez à l'aise maintenant au sein du parti? Mais parce que dans la fondation UDPS, il y a les briques et les moellons d'un certain Jean-Baptiste Boumanza. Ça, personne ne peut le renier. Et donc, je suis régulièrement avec le secrétaire général, aussi avec le président Haï, avec les combattantes et combattants. Donc, la grande majorité des combattantes et combattants est vraiment très contente depuis que j'ai regagné le parti. Après ce coup fourré, mais qui n'a pas réussi. Donc, je suis à l'aise pour te dire qu'il n'y a pas de problème. Non, on peut dire que vous êtes dans l'entourage du chef. Je suis compagnon de lutte du chef. Ok, alors il y a une phrase qui fait polémique ces derniers temps, qui fait débat. Le chef est entouré de voleurs. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Recherche scientifique, José Panda. Quelle lecture vous faites de cette phrase? Bon, vous savez, une telle déclaration est une déclaration forte et grave. Le chef entouré de voleurs. Alors, qui sont ces voleurs-là? Mais le ministre a avoué. Bon, lui a avoué. Un constat fait sur place dans le Kasaï. Mais justement, oui. Il a avoué. C'est que lui-même aussi en fait partie. Justement. Et une telle déclaration, si elle se révélait vraie, c'est grave de conséquences. Et cela pose le problème de remise en question. Si cela est vrai, je n'ai pas tous les éléments. Et si cela est vrai, c'est une sorte de remise en cause du combat que nous avons mené pour qu'il y ait avènement d'un état de droit.
je répète encore, si cela est vrai, l'IGF dépendant du président de la République, il faut que le président de la République demande à l'IGF d'essayer de fouiner pour savoir exactement en quels termes se pose ce problème. Parce que c'est grave comme déclaration. Et nous ne nous sommes pas battus pour qu'il y ait autour de notre pouvoir des voleurs, tel qu'a eu à le dire le ministre de la Recherche scientifique. Je crois que même au niveau du parti, le secrétaire général, le président Haïs, ils ont suivi cela, qu'ils essayent un peu de poser des questions à qui des droits pour savoir à quoi retourne cette grave déclaration du ministre de la Recherche scientifique. C'est pas parce qu'il est parti peut-être aussi du constat de la population avec la tournée du chef de l'État dans les Grands Kasaï où la population a signifié ouvertement au chef de l'État, il a présenté un constat malheureux au chef de l'État. Vous savez, lui est ministre. Lorsqu'il fait une telle déclaration, c'est qu'il a des éléments. Il a des éléments probants qui confirment que le chef est entouré de voleurs. Mais il faut qu'il nous dise qui sont ces voleurs-là. Si lui-même aussi est exempté de cette qualité-là. Et une telle déclaration, c'est une déclaration qui ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut qu'on essaie de fouiner pour savoir exactement à quoi ça retourne. On doit commencer par lui-même. Lui-même, oui, il doit donner tous les détails. Qui sont ces voleurs-là qui entourent le chef? Parce qu'il est supposé les connaître. Il ne peut pas seulement lancer une phrase comme une sorte de patate chaude entre les mains des gens, mais il faut qu'il soit interpellé pour qu'il donne le nom de ce voleur-là qui entoure le chef. Et si cela se révélait vrai, il va se poser un problème d'un correctif politique au niveau de l'entourage du chef et même au niveau du gouvernement parce que lui en fait partie. Ça ne doit pas s'arrêter à travers cette courte phrase. Il faut qu'on connaisse les tenants et les aboutissants et qu'il y ait un coup de balai là où se trouvent ces voleurs qu'il va révéler, de sorte que nous puissions répartir ici de nouvelles bases. Vous savez que nous sommes à une année et quelques mois des élections. Le chef doit être réélu. Mais s'il est entouré effectivement de voleurs, comme le ministre l'a déclaré, il faut que ces voleurs-là soient mis hors d'état de nuire. Ils seront arrêtés après, ils seront libérés, liberté provisoire, vous voyez que ça ne sert à rien. Non, je crois que lorsqu'il y a arrestation et qu'il y a liberté provisoire, ça c'est un autre pouvoir, le pouvoir judiciaire. Donc, nous ne pouvons pas commenter les décisions du pouvoir judiciaire, mais il faut que certains actes soient posés, actes qui devront être nécessairement exemplaires pour que les autres apprentis sorciers ne puissent plus se permettre de les poser. Alors, le propos du ministre José Panda est intervenu après la tournée du chef de l'État dans le Grand Kasaï. On peut dire que cette tournée est révélateur de faiblesse de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Bon, le problème, c'est que la situation est telle que le président semble ne pas être compris par certains membres de son entourage. Ce que le chef dit n'est pas tellement compris par certains membres de son entourage. Mais qu'il sanctionne. Pourquoi il hésite? C'est pour cette raison que j'avais parlé d'un correctif. Il ne faut pas compromettre la réélection du chef. Donc il faut mettre toutes les batteries en marche, balayer bien la cour pour que les chemins vers la réélection soient balisés. Et quand il y a des écueils, lorsqu'il y a des épines sous les pieds du régime, ce n'est pas une bonne chose. Donc je crois que le chef connaît bien comment nous avons cheminé au niveau du parti, connaît que nous nous sommes battus contre les antivaleurs, surtout avec fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, sont des choses qui ne voulaient pas entendre parler. Même quand nous étions au sein du parti,
sans être au pouvoir, il ne tolérait pas ce genre de choses. Et lui, le président Félix, étant sorti de la grande université politique qui est l'UDPS, il ne doit pas tolérer ce genre de choses si elles se révélaient vraies. Il doit rapidement balayer la cour. Et à deux niveaux, hein, et au niveau de son cabinet, et au niveau du gouvernement. Parce que nous avons comme impression qu'il n'est pas bien accompagné, et comme il n'est pas bien accompagné, il faut qu'il remette de l'ordre pour que nous puissions affronter les élections de 2023 avec certitude que nous allons les emporter. Alors, avec tous ces problèmes de la gouvernance, certains voient que c'est lui-même le chef, le problème. Ce n'est pas l'entourage. C'est lui-même qui emporte la responsabilité. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, c'était le FCC et aujourd'hui, c'est l'entourage. Cette façon de se victimiser là. Non, je crois que, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure là, il y a certaines personnalités qui entourent le chef qui ne comprennent pas exactement qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il doit faire. Et puisqu'il en est ainsi, il y a un principe selon lequel on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais l'autre principe est qu'on ne maintient pas l'équipe qui perd. Parce que lorsqu'une équipe perd, on la maintient, elle va conduire indubitablement à l'échec. Et ce n'est pas pour cette raison que nous nous sommes battus. J'ai suivi le chef à travers la tournée au Grand Kasaï. Il avait des larmes aux yeux. Moi-même aussi, comme cofondateur de ce parti-là, nous avons enduré des peines et des souffrances. Ce n'est pas pour qu'une fois arrivé au pouvoir, nous puissions poser des actes qui frisent les antivaleurs que nous avons combattus 37 ans durant. Ça, moi je ne peux pas accepter comme cofondateur. Il faut qu'il y ait un correctif. Alors, il faut qu'il y ait un correctif. Il y a eu des chèques pendant tous les 3 années qui viennent de s'achever. Il reste que 2 ans. Alors, comment relever les défis pour les 2 années qui restent dans les mandats du chef de l'État? Parce que bientôt, là, c'est 2023 pour la tenue des élections. Je crois que le président de la République lui-même a toujours été sincère à travers ses discours sur la manière dont le pays est en train d'évoluer. Dans les 3 ans-là, il faut compter 1 année. Parce que les 2 autres ont été partagés avec ceux qui ne voulaient pas que nous puissions réussir. Le FCC. Donc, nous, à notre compte, nous pouvons considérer la dernière année qui venait de s'achever ici. Ce qui doit être fait, c'est une évaluation objective de la part du chef lui-même, qu'il évalue comment le gouvernement a fonctionné, qu'il évalue comment son cabinet a fonctionné et apporter un correctif adéquat. Avoir 2 équipes de choc qui vont le conduire à la réélection. Ces 2 équipes sont 1, l'équipe de son cabinet, 2, l'équipe du gouvernement. Parce que, d'abord, ce gouvernement-là est éléphantesque. Ensuite, il y a des membres du gouvernement qui ne semblent pas comprendre que veut le chef, où est-ce qu'il veut amener le pays. Donc, moi, je ne mâcherai pas les mots. Je dirais que cette équipe mérite une révisitation afin d'avoir une équipe de combat qui va conduire le président de la République à sa réélection. Alors, il y a une phrase qui a été rendue célèbre, Fabien, que beaucoup ont interprété de leur manière. Cette phrase du chef de l'État tenue toujours dans sa tournée dans le Grand Kasaï. Comment est-ce que vous avez perçu cette phrase, même si ça a été interprété différemment chez chacun, hein, voilà. Non, je crois que le chef a répondu à une question. Il a dit Mboke Koufa Kala, bon,
biso toye awa po toluka moya kobongisa mboka toye mpona kobebisa te mboka babebisa yango kala toye nde mpona kokorige tobongisa totala ndenge mboka ekotambola. Je crois que si j'ai bonne mémoire, il avait répondu à la question d'une femme d'un policier et les gens ont mal interprété. Les gens ont mal interprété. Ce n'est pas une volonté de dire qu'il croise les bras et n'y fait rien, non. Il a répondu à une question et cette question, la réponse à cette question est valable pour tout observateur. Mais est-ce qu'il fallait qu'il réponde de la sorte? C'est tant que président de la République qui fait peser ses mots pour éviter l'interprétation. Non, il fallait qu'il réponde. Le tort qu'on lui incombe, c'est d'être sincère, de dire la vérité, de ne pas utiliser la langue de bois, de ne pas utiliser la démagogie. Donc, il ne pouvait que répondre de cette façon-là pour que l'opinion sache comment il a trouvé le pays, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour relever les défis. Il faut encore combien de temps, selon vous, pour que ces défis soient relevés? Parce qu'en 3 ans, il n'a pas su le faire, et en 2 années, est-ce que ça serait possible, ou soit il faudrait lui accorder encore un autre mandat, mais avec quel bilan aussi? Oui, la vérité est que le temps n'est pas notre allié. Le temps n'est pas notre allié. Il nous reste 2 années. 2 années, oui. Oui, c'est possible en 2 années. La deuxième année, c'est une année essentiellement électorale. C'est pourquoi il faut que le président de la République introduise des correctifs à ces 2 niveaux que j'avais évoqués pour lui permettre d'aller de l'avant et de remplir en 2023. Comment il va convaincre la population? Non, la population sur le point de vue social? Comment il va convaincre la population? Il va convaincre dans la mesure où il y aura des correctifs à ces 2 niveaux. La condition pour convaincre la population, c'est d'introduire les correctifs à ces 2 niveaux-là pour répartir sur de nouvelles bases. L'essentiel sur le plan social sera réalisé et il va remplir... C'est-à-dire quoi? La population attend la suppression de RAM, il va supprimer RAM, la population a attendu les poissons, bien que beaucoup n'ont pas vu ça. Il va faire quoi pour convaincre du point de vue social? Non, vous avez suivi qu'il y a un programme pour le développement de 145 territoires. Mais ce que je dirais que dans cette affaire de 145 territoires, il faut qu'il y ait une sorte de coordination pour suivre l'application de cette affaire de développement de 145 territoires. Vous voyez les choses qui se passent lorsqu'on envoie l'argent, ça arrive quelque part. Il y a des gens qui pourchassent cet argent pour que ça rentre à Kinshasa. Les choses que nous avons combattues reviennent pendant notre régime. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi je dis qu'il faut introduire un correctif à ces 2 niveaux-là et on va récupérer l'essentiel de ce qu'il faut récupérer pour qu'en 2023, le président puisse se remplir. Alors les choses que vous avez combattues, est-ce qu'aujourd'hui, là où il est, le Etienne Tshisekedi, avec qui vous avez combattu, est-ce qu'il se retrouve dans la gouvernance de l'UDPS aujourd'hui? Vous qui avez été à ses côtés. Qui? Etienne Tshisekedi, le feu Etienne Tshisekedi. Bon, nous sommes africains et nous pensons, comme nous avons appris en philosophie, que les morts ne sont pas morts. Nous pensons qu'il est avec nous. Il y a beaucoup de choses qui ne l'arrangeraient pas. C'est pourquoi... Comme quoi? Comme quoi, par exemple? Comme certaines antivaleurs que nous avons combattues, qui sont en train d'être appliquées par certains membres, même qui entourent le président de la République. Ça, il ne serait pas content. Il ne serait pas content. C'est pourquoi je parlais de correctifs à 2 niveaux. Les élections 2023, Jean-Baptiste Bomanza, et à la... vous croyez d'abord à la tenue des élections? C'est possible avec le temps qui reste, les moyens, tout. On a parlé aussi des recensements. Vous croyez vraiment qu'en 2023, il y aura élection? Il y aura élection, d'abord parce que vous parlez de recensement. Les recensements ne conditionnent pas l'organisation des élections. Les recensements et l'enrôlement vont aller de pair, mais
les données en rapport avec les électeurs seront extirpées pour qu'on organise les élections. Mais je suis convaincu qu'il y aura élection. Mais le problème qu'il y a, c'est que comme l'équipe de la CENI affiche complète aujourd'hui, les choses vont aller. L'équipe qui est critiquée par les opposants, non, il y a un membre qui a été nommé secrétaire exécutif national qui serait conseiller de Félix Tshisekedi. Les opposants doivent jouer les rôles. C'est le rôle que nous avons joué, nous, 37 ans durant. Ils ne sont qu'au début. C'est-à-dire qu'ils critiquent tout, c'est ce que vous avez été en train de faire, même si ça marche, vous dites toujours, vous voyez toujours noir au lieu de voir blanc, même si ça marche. Mais ils sont en train de jouer les rôles d'opposants. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à travers la longueur de journée, des critiques qui frisent même l'injure. Comme nous sommes démocrates, ils ne sont pas inquiétés. Je suis en train de suivre à travers les médias certaines personnes, oh, Chilombo, tous. Même les juristes qui savent que déformer le nom de quelqu'un est une infraction, ils s'adonnent à quelle joie. Chilombo, c'est son prénom. Non, Chilombo, c'est son poste-nom. Son poste-nom, voilà. Son poste-nom, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est son poste-nom. Mais il faut commencer par le nom. Et lorsqu'il commence par le poste-nom, il pense que ça va nuire le président de la République encore. Non. Vous savez, quand on fait la politique, il faut faire la politique comme des gentlemen, comme des gens sérieux. Vous savez que si le président Félix et son régime n'étaient pas des démocrates, beaucoup se retrouveraient à Makala. Hein? Nous avons fait Makala un peu partout pour n'avoir rien fait, pour avoir seulement critiqué démocratiquement. On a fait la prison. Hein? Et à plus d'une fois. Heureusement, c'est l'état des droits maintenant. Hein? Oui, aujourd'hui c'est l'état des droits. On les laisse se défouler, qui se défoulent. Non, mais il y a aussi une part de vérité, parce que les gens disent qu'il y a des accointances avec Mabika Totokani et les chefs de l'État. Vous savez, la vérité demeurera la vérité. Chacun de nous a son histoire. Et l'histoire, on ne la change pas. Les étapes à travers lesquelles les gens sont passés dans leur vie ne peuvent pas être gommées comme ça. C'est connu, chacun a son histoire. Mais si à un moment donné, il a collaboré avec le parti et après il l'a quitté, parce qu'à son temps... mais il y a des racines, là on ne peut plus les prendre s'il a collaboré. Non, je vais vous donner seulement un exemple. Il ne jurera jamais à la neutralité. Non, je vais vous donner un exemple. Nous avons l'honorable député national Jacques Dioli. Il était du MLC, non? L'MLC l'a désigné à la CENI. Oui. Ça n'a pas changé sa qualité de membre de la CENI. Il n'a pas travaillé pour les MLC afin que les MLC puissent avoir beaucoup de postes. Mais là, c'est différent. Là, on a accusé aussi Denis Kadima, on a accusé aussi... Cela ne veut rien dire. Le président et... Cela ne veut rien dire. Déjà de trop. Denis Kadima, c'est un expert en matière électorale. C'est connu de tout le monde. J'ai suivi même la Senco confirmer l'expertise de Denis Kadima. Ce que nous voulons, c'est quoi? Qu'on nous organise de bonnes élections qui puissent nous conduire au bon résultat. Quelles que soient les origines de tel ou tel. Vous vous souviendrez qu'à son temps, la CENI de Nanga, il y avait des membres du bureau qui allaient prendre part aux réunions de FCC. C'était connu. Mais ce ne sont pas des exemples à suivre. Oui, c'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas suivre ce genre d'exemples. Et ces gens-là sont allés là-bas, c'est pour servir la République et non pour servir l'UDPS, parce qu'ils ne sont pas allés là-bas au nom de l'UDPS. Denis Kadima d'ailleurs, il a été désigné par l'église kimbanguiste. Comment vous liez son appartenance à cette église-là par rapport à son appartenance à l'UDPS? Non. Il faut que
nous puissions être objectifs et réalistes. Jugeons Kadima aux actes. Vous savez que Kadima, il a formé Malou Malou. La plupart de ceux qui sont passés par la CENI ont été formés par Kadima sur le plan électoral. Jugeons-le aux actes et non à travers les rumeurs. J'entends d'autres personnes parler de dépolitisation, tout ça. Vous savez, c'est difficile de comprendre certaines phrases que les gens qui se disent acteurs politiques lâchent. Comment vous allez dépolitiser une institution hautement politique? Parce que la CENI organise les élections pour faire élire les acteurs politiques à tous les niveaux. Et puis, ces acteurs politiques-là, une fois élus, la confirmation de leur élection sera sanctionnée par une ordonnance présidentielle qui est aussi un acte hautement politique. Que nos compatriotes-là nous expliquent très bien les tenants et les aboutissants de la dépolitisation. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Moi, je suis en train de faire tourner le manège, je n'arrive pas à comprendre les bien fondés de cela. Ils ont expliqué clairement qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des politiques qui sont proches du chef, parce qu'ils accusent, là je parle de la Mouka, des chefs de l'État de préparer un hold-up électoral avec ses récentes nominations à la CENI, aussi à la Cour constitutionnelle. Non, je crois que nos compatriotes là, ils ont l'obligation de se préparer pour aller aux élections. Ces discours-là, ils nous rabâchent les oreilles à tout moment. C'est un discours qui leur fait perdre le temps. Au lieu de préparer les élections, ils risquent de tomber dans les pièges de la cigale et la fourmi que nous avons appris à l'école secondaire. Donc, il n'y a pas de politisation, il n'y a pas de dépolitisation, mais il y a organisation des élections. Qu'ils se préparent pour que nous allions compétir, pour que nous allions nous battre sur le terrain, de sorte que les meilleurs l'emportent et que les plus forts gagnent. Voilà, je rappelle que nous recevons ce soir Jean-Baptiste Bourmanza. Il est cofondateur de l'UDPS, porte-parole honoraire et secrétaire national chargé de la communication honoraire de l'UDPS. Jean-Baptiste Bourmanza, on ne peut pas terminer avec une note de la justice parce que ça, c'est l'actualité. Le verdict dans le procès Rossi Mukendi aujourd'hui, Karim Dokeso, le major, a été condamné à perpétuité. Quelles leçons tirées de ce procès? Oui, la leçon c'est que il se pose un problème de la formation de nos policiers qui ont la gâchette facile. J'ai entendu les sanglots de la fameuse Karine après la condamnation. Elle était en train de sangloter, si pas de pleurer. Ça doit servir de leçon aux autres qui ont encore la gâchette facile. Et les policiers, c'est en réalité un civil en uniforme. Le policier vit et partage sa vie avec les civils. Et le policier doit savoir comment se comporter vis-à-vis des civils. D'où l'urgence d'organiser une réforme de la police et organiser les recrutements. Comment on doit recruter? Parce que vous savez que la plupart de ceux qu'on recrute à la police comme à l'armée sont en quelque sorte des marginaux. Les gens qui étaient en quelque sorte des brigands à la cité, tout ça, c'est une façon de les punir. Non, botina bangon la police, botina bangon armée. Non. La police, c'est un service respecté à travers le monde. Nous voyageons à travers d'autres pays, mais les policiers sont des gens extrêmement formés, sont des gens qui comprennent comment agir, sont des gens qui savent ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent faire. Et donc, ça doit servir de leçon aux autres. Et pour ceux qui nous gèrent, il se pose un problème de la réforme au niveau de la police, afin que nous puissions
avoir dans notre pays des véritables policiers qui vont jouer effectivement leur rôle. Donc, je veux dire qu'au début, là, j'avais perdu de vue que je devais féliciter CCTV. Ok. À cause de ce que j'ai trouvé ici, Merci. je crois que rares sont des plateaux qui sont de cette façon-ci. Félicitations aux promoteurs. Merci. Félicitations au DG. Et même vers la fin, je veux présenter mes vœux. Mais j'allais ajouter par rapport à la justice. Hein. Aujourd'hui, le procès Rossi Mukendi est clos. Il y a un autre procès, il y a une autre affaire pendante. C'est celle de Tchébéa. La femme qui réclame aussi l'arrestation notamment de John Numbi et de Joseph Kabila. Est-ce que demain, on peut aussi arriver à mettre une fin à ce procès et à la grande satisfaction de la famille, comme c'est le cas avec Rossi Tshimanga? Vous savez, sur cette terre des hommes, il n'y a que Dieu. Les hommes, les individus ont une limite en tout. Je crois que comme Madame pointe le doigt accusateur vers ces deux, nous avons suivi le procès, nous tous. Il n'y a pas d'hommes spéciaux dans la vie. Vous avez posé des actes, vous devez répondre, qui que vous soyez. Vous devez répondre. Madame Tchébéa a raison. Que ces gens-là qu'on lance, bon. L'autre est avec nous ici à l'est là-bas. L'autre est parti on ne sait où. Mais il faut que la justice joue son rôle et il faudra arriver à travers cette affaire-là à revisiter la loi sur les anciens présidents et dignitaires, tout ça. Parce qu'on ne peut pas maintenir l'impunité. Vous avez posé les actes, vous devez répondre de ces actes-là. Merci Jean-Baptiste Moumanta. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Monsieur, retrouvez-nous mercredi 21h10, jeudi 13h40 sur CCTV.